Le prédicat t'indique par quel canal tu accèdes à une information. Une fois qu'on a repéré un petit peu ces trucs, on va s'entraîner à les capter. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire, comme ça, qui m'avait choisi un truc. Et puis après, ça c'est pour vous échauffer. Après, je vais vous proposer un exercice. Donc, dans l'histoire que je vais vous raconter, ce que je propose de faire, c'est de faire 5 colonnes sur un bout de papier. Et vous allez écouter à la fois le déroulé de mon histoire et en même temps repérer les mots qui définissent dans quel canal sensoriel je suis. L'objectif pédagogique ici, c'est d'éveiller vos récepteurs à entendre deux choses. La première, le contenu de ce que je vous raconte, mais d'être en même temps attentif à la manière dont je vous sers ce contenu. D'accord? Donc on va faire ensemble un peu comme quand vous avez appris à conduire. Il faut tenir le volant et en même temps les pédales. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous allez écouter le contenu de mon histoire et en même temps, vous allez être attentif aux mots que j'utilise pour décrire la dimension sensorielle de cette histoire. C'est un exercice donc pédagogique, c'est pour vous entraîner. Alors, maintenant, il me reste à trouver l'histoire. Ah bah tiens, j'y ai pensé tout à l'heure quand tu me l'as raconté, Pascal. Moi aussi, j'ai toujours rêvé de voler sur un avion de chasse et un jour, j'ai eu l'occasion de le faire. Donc, je vais vous raconter. J'habitais à l'époque à Genève, on est en 2003, 3 septembre, je me rappelle encore très précisément. J'ai mon ami Michel qui m'appelle et il me dit, là vous notez les deux mots, hein. Il m'appelle, c'est auditif, et il me dit, parce que j'ai vu que vous étiez dans mon histoire, mais pas dans le truc. Comme j'ai un peu de métier, je commence à... Ah bah il me dit, dire, c'est auditif ça, c'est d'accord. Il me dit, écoute Paul, voilà. Écoute. Bon, j'arrête. Bon, c'est un gars avec qui j'allais régulièrement voler. Et j'ai beaucoup de plaisir à être avec lui parce que, comme lui était pilote, pour préserver ses heures de vol, du coup, je lui finançais un peu les trucs et du coup, il me passait le manche. Parce que je ne suis pas pilote, mais j'ai par contre piloté. J'ai pas le droit de décoller ou poser un avion parce que j'ai pas de certification dans le domaine. Mais... Enfin, bref, donc je me retrouve à l'aéroport avec lui et lui m'avait branché avec des gars, des passionnés qui, notamment, étaient pilotes de chasse. Donc, il avait un ami russe qui venait, enfin deux d'ailleurs. Et alors, avant que ça arrive, on faisait toujours un truc, on avait un rituel le matin, c'est qu'on allait à Annemasse, hein, il y a donc un aéroport, un petit aérodrome, et on allait au bout de la terrasse comme ça, et on a le Mont Blanc en face de nous, et on se faisait un café, croissant. Alors, tout a une saveur toujours beaucoup plus développée quand vous allez faire un truc qui est excitant. Enfin, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, je ressens ces moments avec beaucoup d'intensité. J'ai l'impression que tous mes sens s'éveillent. Et là, le goût du café, le goût du croissant, enfin, tous ces trucs... bon, c'était énorme. Et on voyait ce Mont Blanc là devant, c'était magnifique, il faisait un temps superbe. Et on était complètement excités dans notre... Ça va? Je vais pas trop vite? Dans nos échanges. Et jusqu'au moment, ben, on revient vers le bar pour discuter avec le gars qui est... et puis on s'aperçoit que c'est un des deux pilotes qui va nous emmener. Alors évidemment, les discussions prennent de plus en plus d'entrain, d'intensité. Jusqu'au moment où il nous propose de le suivre pour aller s'habiller, il faut mettre des combinaisons, tout ça. On traverse le tarmac, qui est en gros le truc, et on arrive au hangar, il ouvre la porte comme ça du hangar, et là je vois sortir cet énorme... En fait, la réalité, c'est que je pensais qu'il était très grand, je le voyais très grand, mais en fait, il était plus petit que je l'avais imaginé. Bref, on fait le tour de l'appareil, et là, quand vous montez un jour, si un jour vous faites ça, il y a un truc qui est obligatoire, c'est d'apprendre la procédure d'éjection, puisque le seul truc qui vous sauve si jamais vous avez un problème de vol important, c'est l'éjection. Et donc il y a une procédure qui s'apprend, ça prend à peu près 20 minutes. Voilà, donc vous rentrez dans l'avion, on vous explique tout le processus, c'est pas compliqué, hein, parce que ça se fait en quelques secondes, mais par contre il faut connaître la manœuvre absolument, ça fait partie des règles de sécurité. Donc on apprend cette manœuvre, et première impression d'ailleurs intéressante. Ça va? Non, parce que ça pleut là. Hein. Première impression intéressante, c'est le confort du siège. J'ai l'impression d'être comme dans un fauteuil, dans un salon. Waouh! Puis en plus, tu sais, quand vous êtes dans un avion, il y a les odeurs, il y a les machins, il y a les commandes, il y a une espèce d'excitation de dingue
Et alors, bon, bref, on fait le truc. Et puis, Michel, qui part avant moi, part. Et puis après, c'est mon tour. Et un des trucs qui m'a vraiment marqué, c'est quand il a fermé le cockpit, comme ça, tout d'un coup, en fait, il monte la cabine en pression. Vous savez, pour ceux qui ont fait de la plongée, comme ça, vous connaissez ça, c'est-à-dire quand on descend, on a les oreilles qui se bougent. Ben là, c'est un peu la même chose. Pourquoi? Parce qu'il monte la cabine en pression, d'accord? Et il faut faire des manœuvres de Valsalva pour... voilà. Et du coup, il y a une autre particularité, c'est que ça vous isole complètement du son extérieur. Heureusement d'ailleurs, parce que dès qu'il commence à faire monter le souffleur, là derrière, ça fait vraiment du bruit. Et nous voilà partis, donc on remonte le tarmac jusqu'au bout, enfin, et je me souviens des petits trous qui faisaient tac, 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 à chaque fois qu'on passait une plaque. On arrive au bout, on fait presque un demi-tour sur place, et là il me dit, tu me fais un 5-4-3-2-1, ce qui est, en général, quand vous faites un baptême de ce genre d'avion, un des trucs qui est vraiment excitant, c'est l'accélération. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait de la moto, vous connaissez vraiment ça, ou des voitures de sport, mais là dans un avion à réaction, ça dépasse tout. Hein. Et donc vous faites le 5-4-2-1 et là vous sentez l'avion s'écraser par l'avant. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il fait monter la tubulure, enfin le réacteur. Derrière, on sent que ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et au moment du go, il lâche les freins et il pousse sur les gaz. Et là, vous avez, enfin moi j'ai eu l'impression que j'avais un éléphant qui me rentrait dans le dos. Une accélération de fou et à peu près sur 25-30 mètres, il décolle l'avion, le gars. Et on vole à peu près à 1,50 m au-dessus du sol. Bon, puis après, il fait ce qu'on appelle un plat d'eau, donc il se retourne à l'envers, on continue à monter, on file dans les montagnes, bref. J'arrête là. Cool, non? Alors, c'est là qu'on va voir maintenant votre niveau d'attention. Alors, d'abord, déjà, est-ce que vous avez repéré une dominante? Oui, il y a pas mal de kinesthésiques, il y a pas mal de quoi aussi? Auditif aussi, beaucoup, et pas mal de visuel aussi. Alors, maintenant, l'idée, c'est d'aller identifier les mots que vous avez repérés dans votre radar. Et on va vérifier que ce sont bien des prédicats. D'accord? Alors, sur le plan visuel, restons pour l'instant sur la première colonne. Quels sont les mots que vous avez notés? Et vérifions ensemble que ce sont bien des prédicats. Imaginez, oui. Voir, oui. Ça m'a marqué. Est-ce que marqué est un prédicat visuel? C'en est un, mais il n'est pas marqué. Alors, tel que je le disais, c'est plutôt kinesthésique. Bon, maintenant, je peux être marqué par une image, je peux être marqué par un son, et je peux être marqué. Mais marqué, par définition, ça me renverra, surtout là, j'ai été marqué par... C'est plutôt kinesthésique. Alors, en visuel, les autres. Pardon? Hangar. Est-ce qu'hangar est un visuel? Oui, c'est la manière dont tu accèdes à l'information. Donc, tu peux le voir, tu peux entendre parler du hangar, et tu peux sentir qu'on est devant le hangar. Mais bon, quelque part, il y a quelque chose... Oui. Imaginez, c'est un prédicat visuel. Ah, le Mont Blanc en face. Quand je dis voir, on a regardé, observé, vu. Ça, c'est voir, observer, vu. Ça, c'est le prédicat. Après, le Mont Blanc, c'est plus le prédicat. C'est du contenu. Ah, c'est énorme. Bah, oui, alors, je te l'accorde, parce que l'avion était énorme, donc on était plutôt en mode visuel. Hein. Bien qu'un son peut être énorme, une sensation peut être énorme. Voilà. Apercevoir, oui. Là, c'est petit, bon ben ça va avec grand. Hein. Ah, est-ce que ça c'est visuel? Alors moi j'étais plutôt dans ce qu'on va appeler une tournure prédicative visuelle, mais 1 mètre au-dessus du sol, c'est pas forcément visuel. Je peux entendre qu'on est à 1 mètre au-dessus. Oui, bien sûr, mais ça c'est autre chose. Ne confonds pas ce qui se passe dans ton monde et dans le mien quand je raconte. Tu vas voir qu'il y a deux mondes très différents. Et on va rentrer dans beaucoup de subtilités dans le domaine. Auditif, qu'est-ce que vous avez relevé dans la série? Pardon? Appel, oui. M'appeler, oui. Il a dit, oui. Écouter, oui. Discuter, les... Le souffleur, oui. Non, là, c'était effectivement visuel. Le bruit, oui, le tac-tac-tac. Bon, ben super, vous avez super compris là. Hein? Ah, c'est intéressant. Silencieux. Est-ce que silencieux est un... Le silence, bien sûr, c'est un mode auditif, une description auditive. Discuter, oui, tout à fait. Olfactif. Bon, il y a une petite séquence, en bout de terrasse, là, il y a une petite séquence odorat.
Alors, quels étaient les mots qui, selon vous, étaient des prédicats? Odeur, oui. Non, café croissant, c'est pas un prédicat. Par contre, la manière dont tu vas être en contact avec le café croissant, là, il va y avoir des prédicats. Je peux le voir, je peux l'entendre, je peux le sentir, je peux le sentir aussi et le goûter. On va voir que plus une communication est riche en prédicats, plus elle est fascinante, plus elle sert le cerveau droit. Si tu es conteur ou artiste, quoi que ce soit, tu as intérêt, quand tu racontes une histoire, à l'enrichir le cerveau droit de prédicats, parce que du coup, les gens vont entrer dedans. On s'est rendu compte aussi que les profs, les managers, les hommes politiques, qui utilisaient beaucoup de vocabulaire descriptif sur le plan sensoriel, et bien du coup, ont un impact de communication qui est plus élevé. Voilà, quand tu racontes une histoire, par exemple, pourquoi est-ce que le cerveau, il adore les histoires? Et d'ailleurs, en marketing aujourd'hui, ou en communication visuelle ou autre, c'est extrêmement utilisé, hein, voilà, visuel. Donc on va voir, nous, que dès qu'on va enrichir notre vocabulaire de prédicats, c'est plus captivant, en fait, pour les personnes. Pourquoi? Parce que ça les rend sensoriellement plus en contact, voilà. Si je te dis, bah, tu vois, j'étais sur une plage, c'était bien, il y avait plein de monde, bon, on a vu, voilà. Mais dès que je te dis, ah ben tiens, quand je suis arrivé sur la plage, j'ai senti ce sable chaud, comme ça, sous les pieds, et puis cette écume, vous savez, qui vous glisse entre les doigts de pied, là, qui vous rafraîchit juste ce qu'il faut. Voilà. Dès que je rentre dans la sensation, du coup, tu vis le film avec plus de précision. Si vous avez lu si vous avez lu le livre Le Parfum, ah, c'est énorme. Il y a énormément de prédicats donc de description sensorielle dans les phrases.